Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Vous le reconnaissez, il est là, Frédéric Picard de Fontaine-Picard. Bonjour. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Dans les fêtes s'en vient? À l'aube du temps des fêtes. Faut commencer à y penser, hein? Faut commencer à y penser. Faut commencer à penser économiser fiscalement parlant. Ça, c'est un bon point qu'on touche aujourd'hui, Frédéric. C'est que quand on parle de fin d'année, on parle de qu'est-ce qu'on peut sauver comme impôt, parce qu'on a jusqu'au 31 décembre pour le faire. 1er janvier, il est trop tard, on est dans l'autre année. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces stratégies fiscales qu'on pourrait économiser ou on pourrait aller chercher de l'argent. On en donne assez au gouvernement, que même si on y en donnait un petit peu plus, ou on peut y en donner un petit peu moins. Dans toute légalité, il y a plusieurs façons, plusieurs stratagèmes qui sont légales, qui sont pleinement disponibles. Alors, il suffit d'en profiter puis de bien planifier ces choses. Comment on fait ça, Frédéric? D'abord, Éco-Rénov, là, je me suis pris quelques notes parce qu'ils connaissent ça bien plus que moi. Éco-Rénov contre Logis-Rénov. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher au niveau des stratégies fiscales? Exactement. En 2013, il y a eu une Éco-Rénov qui a été mis sur pied, un programme pour encourager les familles à rénover leur maison de façon éco-énergétique. J'en ai profité, moi, en 2014. J'ai isolé l'extérieur de la maison. Puis non seulement la partie d'isoler l'extérieur de la maison va être admissible, mais quand j'ai remis mon revêtement extérieur, c'est aussi admissible parce que ça fait partie du projet. Autrement dit, si j'isole ma maison, je peux pas la laisser sur l'isolation à l'extérieur. Il faut que je remette mon revêtement. On peut pas la laisser sur du styrofoam, là? Oui, c'est ça, exactement. Fait que toute cette enveloppe-là va être admissible. Puis je l'ai fait en 2014. Il fallait le faire avant le 1er novembre 2014. Fait que des gens qui ont entrepris des travaux qui sont éco-énergétiques, qui vont amener à sauver sur l'économie de chauffage, les choses comme ça. Alors, tous ces travaux-là, puis ce qui entoure ces travaux-là, sont admissibles. Bon, là, cette émission-là est présentée le 9 décembre. Est-ce qu'aujourd'hui, le 9 décembre, il est encore temps de faire la demande? Alors, si les travaux ont été réalisés avant le 1er novembre 2014, vous êtes admissible. Après le 1er novembre, il est trop tard. C'est le Logis-Rénov qui embarque maintenant. C'est quoi la différence entre les deux, Frédéric? Bien, le titre le dit, Éco-Rénov, il faut que, grosso modo, que ça soit éco-énergétique, il faut que ça soit pour améliorer l'efficacité énergétique. Logis-Rénov, bien là, il y a moins de critères, autrement dit, là, il y a plus de l'admissibilité. Grosso modo, il faut le faire par un entrepreneur qualifié, par l'RBQ qui va le faire. Ça, on ne peut pas le faire soi-même, là, puis déduire nos matériaux. Alors, Logis-Rénov, lui, il va aller jusqu'au 1er juillet 2015. Et puis, on est admissible pour un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 2500. OK. Tandis qu'Éco-Rénov, ça peut être jusqu'à 10 000 $. Mais là, pour être admissible à 10 000 $, il fallait faire des rénovations de 52 500. Fait que c'était plus... Mais est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut-tu vraiment la peine? Puis est-ce que c'est compliqué de remplir toute la paperasse que le gouvernement nous demande? Bien, moi, je pense que, tu sais, si quelqu'un... Tu l'as fait que tu peux nous parler en connaissance de cause? Oui, bien, ça va être des choses qui vont être à présenter à votre comptable. Fait que ramassez vos factures, préparez ça. C'est votre comptable qui, à la fin de l'année, quand vous allez faire votre rapport d'impôt, va prendre ces factures-là pour l'appliquer pour le crédit d'impôt admissible. Fait que quelqu'un qui réfléchit entre faire des travaux cette année, l'année prochaine, bien, ça vaut vraiment la peine, là, avant le 1er juillet 2015, d'engager ces travaux-là et puis d'y penser, là. Fait que c'est 2500, bienvenue, là, quand même. Bon, oui, mais c'est ça, quand c'est donné. Oui, exactement. Maintenant, perte ou gain de capital? Oui. Il y a des... Je reste toujours surpris à chaque année. Les compagnies de fonds mutuels m'envoient toujours une liste des distributions de revenus, de dividendes qui vont être donnés une date précise au mois de décembre. Et puis ça va être le cas là, dans les prochaines semaines. Quelqu'un qui veut se soustraire de ça, il peut vendre son fonds juste avant que ces distributions-là soient données. Évidemment, s'il est dans les REER, s'il est dans les CELI, ça n'a aucun impact. Mais s'il est dans des fonds non enregistrés, il peut se soustraire de ça. Il faut faire attention. Si on veut un fonds, des fois, on peut le transférer dans une même famille de fonds sans déclencher un gain capital. Des fois, non. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Et puis, dans le cas des actions, même chose. On a des fois, on a des pertes en capital qui sont reportées. Si on voit ça sur notre avis de cotisation fédérale, moi, j'en avais une là,
qui traînait, puis je le voyais tout le temps là, sur mon rapport d'impôt, sur mon avis de cotisation que je recevais à chaque année, comme de quoi que j'ai dit perte en capital. Puis ça, il faut faire attention. Là, au bout d'un certain temps, là, je pense que c'est 7 ans, on les perd. Fait que si on a des pertes en capital qui traînent, bien, ces dernières années, les marchés boursiers ont été très cléments, ils ont été des très bons rendements. Fait qu'on peut vendre ces actions-là, vendre ces fonds mutuels-là pour déclencher le gain en capital, pour le passer sur la perte en capital. OK. Mais ça, il faut faire ça avant le 31 décembre. Même avant ça, parce que dans le cas de la bourse de Toronto, la bourse américaine, je pense que c'est 23 ou 26 décembre, que si on ne s'est pas passé avant cette date-là, ça va être reporté l'année prochaine. Fait que, autrement dit, d'ici la semaine prochaine, il faut que ça soit fait. Puis les distributions, ils se font, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine. OK. Fait que ça, il faut commencer et vérifier. Ouais. Parce que le décembre représente vraiment la fin de l'année au niveau du fiscal. Donc, toutes les économies qu'on peut faire au niveau du paiement d'impôts, parce qu'on a jusqu'au 31 décembre, vraiment, c'est la date limite. On n'a pas le choix, c'est ça. C'est ça. Il faut les passer cette année. Ouais. Après ça, au niveau du REER, on va avoir plus de temps parce que le REER, ça peut être jusqu'au 1er mars de l'année prochaine qu'on peut les cotiser. Mais quand on cotise un REER, là, savais-tu qu'il y avait 60 mesures socio-fiscales ou crédits d'impôt qu'il faut tenir compte? 60? Oui, 60. OK. Il y a la prime au travail, il y a quelqu'un qui est à la retraite du supplément de revenu garanti, s'il est admissible. Après ça, il y a toutes les sortes de cotisations qu'on peut faire, les allocations familiales, les crédits d'impôt pour garde d'enfants. Alors, il y en a 60 critères en réalité. Quand on prend un REER, on se dit on va économiser 38 d'impôts, mais dans bien des cas, c'est pas vrai. Parce qu'il y a bien plus de critères que ça qu'il faut tenir compte. Il y en a 60. On les énumérera pas tous, mais on peut en énumérer quelques-uns? C'est donner quelques exemples? C'est ce que je viens de dire. Dans le fond, on parle de 38 d'impôts qu'on peut payer au fédéral et au provincial, mais on peut parler facilement de quelqu'un qui va payer, s'il cotise un REER, il va économiser 60 en bout de ligne. Fait que quelqu'un qui a une jeune famille, qui a droit à des allocations familiales, des crédits d'impôt pour frais de garde, et puis qui va payer de l'impôt, s'il cotise 1 000 à son REER, peut facilement économiser 600 Je dirais pas. C'est quand même pas rien, là. Je dirais pas 100 parce que peut-être les gens me croiront pas, là, Ouais. mais c'est vrai. Quelqu'un qui Mais a 3 enfants, Frédéric, là, est-ce que c'est toujours aussi avantageux de prendre des REER que ça l'était auparavant? bien, c'est ça qu'il faut évaluer. Maintenant que les CELI existent, il y a 2 comparatifs. Il y a les REER, il y a les CELI. Puis si on a mal cotisé au REER dans des périodes qu'on avait droit à des crédits d'impôt qui tenaient juste compte de l'impôt, puis qu'on va ressortir les CELI, exemple, puis on a le droit au supplément de revenu garanti, bien là, c'est peut-être plus que 60 d'impôt qu'on va payer, qu'on va ressortir ces REER-là. Fait que si on a fait une mauvaise planification, puis on ne s'est pas assis, bien peut-être qu'on ressort des REER, puis on perd du supplément de revenu garanti. Du supplément de revenu garanti, si on sort 2 de REER, il nous reste, mettons, 1,40 après l'impôt, bien, on va perdre 1 de supplément de revenu garanti si on est admissible. Fait que qu'est-ce qu'il nous reste? 40 cents? Peut-être rien. Fait que ça vaut vraiment la peine de planifier si c'est le CELI qui s'adresse plus à nous ou si c'est le REER qui s'adresse plus à nous. Parce que vice-versa, si on cotise au REER, on peut économiser des grosses sommes, mais si on cotise au REER, puis on économise des petites sommes, peut-être on va payer des grosses sommes qu'on va leur retirer. Fait que c'est vraiment important. Ces 60 mesures fiscales-là, socio-fiscales, crédit d'impôt, il faut en tenir compte. Puis nous autres, évidemment, on ne les calcule pas à mi-temps, les 60. Là. On est vraiment capable de vous dire qu'est-ce qui s'applique à vous, là, à la personne en tant que telle. Là. Mais qu'est-ce qui est le meilleur? C'est un CELI ou c'est un REER? Bien, ça dépend de la personne. C'est vraiment la personne qui est... C'est quoi un CELI? Un CELI, c'est que... Ce qui est important du CELI, ce qui est important de savoir, c'est que quand on va le retirer, ça ne sera pas un revenu. Quelqu'un, cette même personne-là qui a droit au supplément de revenu garanti, qui va retirer des CELI, bien, il n'ajoutera pas de revenu à son impôt. Alors là, il va retirer ses suppléments de revenu garanti, sa pension de sécurité vieillesse, sa régie des rentes, et puis des CELI qui seront non imposables. Fait que ça peut augmenter le revenu sans que ce soit un revenu. Fait que ça, c'est important.
Ce qui est important aussi, les gens de 65 ans et plus, maintenant, on sait qu'on peut faire le fractionnement du revenu. Ça, c'est très important dans quelques situations. Là, ça peut redonner beaucoup d'argent aux gens, de 2 000 à 3 000 juste en fractionnant le revenu, juste sur le rapport d'impôt. Ça n'a pas besoin d'être réel, le transfert dans les poches d'un conjoint à l'autre. C'est vraiment au rapport d'impôt, on sépare ça vraiment en deux pour maximiser la question fiscale. Quand on a 65 ans, normalement, c'est important de retirer au moins 2 000 d'un FER, pas d'un REER. Il faut faire attention parce qu'un REER, ça compte pas comme un revenu de pension. Un FER, ça compte comme un revenu de pension. Puis le premier 2 000 au fédéral est non imposable. Fait que quelqu'un qui a 65 ans, qui travaille encore, il faudrait qu'il réfléchisse probablement à retirer au moins 2 000 de son FER. OK. C'est compliqué, tout ça. Là, je t'écoute, là, puis c'est compliqué. Exactement. On est là pour ça. Oui, bien, c'est ça, effectivement. Parce que, bon, il y a pour certaines gens que ça peut être le CELI, d'autres le REER, mais il faut faire une bonne analyse, ce que je comprends, là, de ses revenus. Il n'y a pas de recette miracle qui s'applique à tout le monde. Je pense que tu as dit le bon mot. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment faire une analyse à chaque année de ses revenus, de ses dépenses et de voir quel est l'avantage. Mais est-ce que le CELI peut être plus avantageux que le REER parce que le REER nous donne un retour d'impôt, le CELI ne nous en donne pas. Mais à la fin, quand on va aller chercher ces revenus-là à notre retraite, on va payer moins d'impôts parce qu'on n'en aura pas payé que le CELI. C'est ça, exactement. C'est là que c'est important de regarder les mesures qui s'appliquent à nous, puis quelle qui va mieux nous convenir. En rafale, pas combien il nous reste de temps, là, en rafale. Il n'en reste plus. Alors, mais quand même, vas-y, rapidement. Les régimes d'épargne-études, premier 500 normalement, c'est 30 %, ça peut aller jusqu'à 60 %. Il faut regarder ça si on met un 500 $ par enfant cette année. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Pour l'avoir fait, c'est très intéressant, le régime d'épargne-études. Rendre les intérêts déductibles, si on a des placements, des fois de les vendre, de payer nos dettes, puis de réemprunter pour les réacheter pourrait rendre nos intérêts déductibles. Si on est un entrepreneur, un travailleur autonome, on a des emprunts non incorporés. Il y a la technique de la mise à part de l'argent pour rendre les intérêts déductibles et pour un travailleur autonome et pour quelqu'un qui a des blocs immobiliers. Attention aux stratagèmes douteux. Le fisc a récupéré 5,5 milliards de dollars en stratagèmes frauduleux. Dans le fond, on se fait présenter des fois des choses qui sont frauduleuses. Attention à ça. Frais de déménagement, frais de repas, déplacement. Quelqu'un qui travaille à plus de 60 km de sa maison, parlez-en à votre comptable s'il y a des choses qui peuvent être déductibles. Puis 3 % des frais médicaux, vos primes d'assurance collective pour les médicaments comptent. Fait quelqu'un qui peut payer 300-400 $ de primes par mois, bien, c'est de l'argent qu'il faudrait déduire des 3 % des frais médicaux admissibles. Ça fait beaucoup de choses. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller chez Fontaine-Picard et d'aller demander conseil. Puis ces gens-là sont là pour ça, pour vous conseiller. C'est un exemple, un professionnel. Donc, 248-0024. 2404. 2404, j'étais pas loin, hein? Oui. 248-2404, les Fontaine-Picard qui sont spécialisés en placement et en conseil. Donc, allez-y faire un tour. C'est à Montmagny. Il y a un bureau à Lévis, puis il y a un bureau à Québec. Donc, ils sont partout. Merci, Frédéric Picard. On se retrouve le 23 décembre. Merci, Michel.